Moi, je trouve pas ça vilain. Qu'est-ce qu'il y aurait de vilain? C'est toi qui es vilain. Faut être vilain soi-même pour trouver tout vilain. Indépendant. Alternatif. Culte. Fou. Rare. Inconnu. Étrange. Irremplaçable. Provocant. Incompris. Tout l'album a un son très épuré. Il y a un éclat qui montre leur grand professionnalisme. C'est ça qui donne aux chansons la force des tubes. Plus étrange que le paradis. C'est l'émission qui déterre des trésors. Et parfois quelques cadavres. Tu dois jamais critiquer les films. C'est la politique de la maison. Tu veux appliquer tes propres règles? Ouvre ton propre ciné. Salut à tous, bienvenue dans Plus étrange que le paradis. J'espère que les fêtes de Noël ont été bonnes pour vous. J'espère que vous vous êtes farci la dinde comme il faut. Et pas que. Et pas que. Et maintenant, on va profiter de ce temps d'oisiveté qu'on a pendant les vacances de Noël pour se remplir les yeux, les oreilles et le cœur avec une petite sélection de musique et de films composés par toute l'équipe de Plus étrange que le paradis. J'ai à ma droite le challenger, Denis des 2G. Yes. 12 combats, 12 victoires. Alors, moi, je vais vous, après tous ces moments de digestion, de dinde, je vais vous parler de Traîner sur le bitume, Dragged Across Concrete, un film de S. Greg Zahler. On enchaînera avec, à ma gauche, Élise. Et oui, on va Tenant du continuer de parler de meufs, hein, parce que les meufs comptent, faut le savoir. Et les blondes, non, les brunes comptent pas pour des prunes. Bon, elle est un peu blonde, Voilà, celle-là, voilà, du coup. voilà. Mais donc, je vais parler d'Emma, avec son album Past Life Martyred Saints, sorti en 2011, D'accord, ça nous vient d'où ça? des États-Unis. Oh, très bien. Après, petite page de cinéma que je vous proposerai, on va parler d'un film tout récent de 2018 qui est sorti en France en 2019, 90s ou Mid-90s pour son titre original, de Jonah Hill, un film qui parle d'adolescence et de skateboard. Yeah. Et on viendra clore cette émission en compagnie d'Emeric Emrock. Salut. Tu vas bien? Oui, très bien, merci. Et toi, tu nous parleras d'un petit album coup de cœur, assez récent aussi. Pas vraiment, non. Moi, en fait, tel des Jacques-Yves Cousteau au bord du Nautilus, je vais vous proposer ce soir de partir à la chasse au trésor et à la découverte de l'album Center of Intention du groupe INI. Qui date de... C'est Solon. Ah oui, voilà, on a un petit problème de... Il date de datation. 96 pour l'enregistrement. Ok, très bien. Allez, Et Carbone 14, c'est bon. C'est ça. Sans plus tarder, Denis nous présente Traîner sur le bitume. Exactement, film qui est sorti, qui a été fait en 2018, qui a été présenté à la Nostra de Venise, mais qui n'a pas trouvé de distributeur et donc est sorti directement en DVD ou Blu-ray, cela dépend, cette année en France. Donc S. Greg Zahler, donc Steven Greg Zahler, scénariste, réalisateur de 3 films dont Bone Tomahawk, western avec des Indiens dégénérés anthropophages. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Section 99, un film de prison que je n'ai pas vu. Et là, donc on est sur son 3e film. Donc Zahler a commencé comme directeur de la photo. Il est aussi romancier, musicien, batteur dans des groupes de death metal. Actuellement, il joue dans un groupe de pop synthétique, c'est différent, qui s'appelle Binary Reptile. Ils vont sortir leur premier album bientôt. Bref, un homme complet. Au casting, Mel fucking Max Gibson, hein, et on peut dire ça comme ça. On ne le voit plus beaucoup sur les écrans depuis 10 ans car l'ami Mel... Il a blanchi, hein. Ouais. Et on peut facilement le ranger dans le dossier l'alcool et son lot de décisions regrettables. En effet, complètement bourré, Mel Gibson s'en est pris en termes crus à tout ce qui n'est pas homme blanc hétéro de plus de 50 ans. Ça fait beaucoup. Donc il s'est foutu à dos quasiment tout le monde. Toute la planète. Hein. Voilà. On peut donc saluer le courage ou l'inconscience de Zahler qui a écrit le film en pensant à lui. C'est fort. Il est accompagné par Vince Vaughn, plus habitué dans des rôles de bons bouffons dans des comédies, je citerai Retour à la fac, Dodgeball même pas mal, Trop bien. Serial Nocer. Alors Dodgeball, c'est génial. C'est génial, Dodgeball. J'adore ce film. Et Serial Nocer, qui est pas très bon. Mais juste, je vais vous raconter une scène parce que c'est trop bon. Donc, c'est des mecs qui s'incrustent dans des mariages et qui s'éclatent et qui draguent et qui chopent des minettes et tout. Et bon, il se passe plein de choses. Et à un moment, ils vont voir le roi des serial noceurs qui est interprété par Will Ferrell.
qui est vraiment au top du top, mais le mec, il en a marre et c'était trop facile de pécho dans les mariages, donc il s'est spécialisé dans les enterrements. Et on a ça. Cette scène est absolument démente. Bon, je reviens au film. On a aussi Jennifer Carpenter, la sœur de Baxter, et Don Johnson. Dexter. Baxter est un chien. Voilà, Dexter, pardon, Dexter, excusez-moi. Et Don Johnson dans Le Chef de la Police. Alors attention, gros retour de Don Johnson qu'on retrouve actuellement dans l'excellente série The Watchmen en tant que chef de la police. Et je pense qu'il va avoir une troisième partie de carrière qui va être exceptionnelle. Ouais, parce que pour l'instant, Don pas gros Johnson. budget de distribution quand même. T'inquiète, ça arrive. Alors l'histoire, 2 flics suspendus suite à une arrestation un peu musclée et ayant des difficultés financières décident de suivre des malfrats qui préparent un braquage pour récupérer le butin une fois que le forfait aura été commis. Bien évidemment, ça va pas tout à fait se passer comme cela. Le film a été flingué par certains critiques US qui ont vu une œuvre raciste et réactionnaire, alors que franchement, le film nous met tous les prolos sur le même plan, que ce soit un truand noir ou un flic blanc. À partir du moment où on n'a pas d'argent, il faut bien s'en sortir. Donc qu'est-ce qui donne ce film ? Pour commencer, des acteurs, moi je les trouve au top. Depuis Tom Selleck dans Magnum, j'ai rarement vu quelqu'un qui portait aussi bien la moustache que Mel Gibson, faut dire ce qui est, ça va très très bien. Donc vraiment, je les trouve en tout cas très forts. Le duo d'acteurs, je trouve qu'il marche vraiment bien. Plastiquement, je trouve le film remarquable. Zahler, ancien chef-op, sait soigner ses plans. Mention spéciale pour la scène où Gibson et Vaughn sont planqués derrière leur voiture pendant la fusillade, avec ce feu rouge qui est là et qui vous illumine. Enfin, tout est pensé, c'est vraiment très très fort. Film lent, qui prend son temps, qui installe les personnages, mais qui ose casser sa trame narrative en suivant au plein milieu du film des personnages totalement secondaires qui quelque part n'apportent rien à l'histoire et pourtant ils sont là. C'est assez déroutant et Zahler explique que ces ruptures sont possibles en musique et il souhaite les mettre aussi dans ses films. Le mec est musicien et il importe des choses qu'il fait dans ses compos et il les amène dans ses films. La première fois que j'ai vu le film, j'ai été assez désarçonné par cette scène. Donc quand on suit l'employé de banque, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et la deuxième fois, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose dans le film. Donc, assez étonnant. Il n'y a dans ce film que des plans fixes et souvent des plans larges. Même les scènes d'action, ce qui est à contre-courant de ce que l'on voit quasiment dans tous les films, même les scènes d'action sont filmées en plan fixe. Donc Zahler explique ses intentions de réalisation. Lui, il voulait suivre une double démarche. 1. Montrer les actes de chaque protagonisme sans porter de jugement. Le spectateur doit lui-même se faire son avis. Donc je les montre en plan large, on voit ce qu'ils font, vous faites votre avis. Et en même temps, permettre au spectateur de comprendre à chaque instant du film la spatialisation de l'action et où se trouve exactement chaque protagoniste. À aucun moment dans le film, on va voir des acteurs et ne pas savoir où se situent les autres, même s'ils sont hors champ. C'est assez étonnant de repenser le film comme cela. C'est vraiment une volonté. Et alors que bien souvent, on peut avoir des films où la tension va monter parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas où c'est, ou parce que le héros peut se sentir traqué, on ne sait pas d'où va venir le danger. Là, c'est tout le contraire. On sait exactement où est le danger, on sait ce qui se passe, on voit, on n'a pas de mystère. Et pourtant, je trouve qu'il y a une tension incroyable. Donc Zahler a cette volonté de tout montrer, de ne pas laisser d'angle mort, et ni dans les intentions des protagonistes, ni dans les actions qu'ils vont réaliser. Donc moi, c'est un film qui m'a totalement transporté. J'aurais voulu qu'il dure 1 heure de plus. Je pense que c'est possible qu'il dure 1 heure de plus, parce que je pense qu'il y a une énorme scène qui est coupée au milieu. Mais bon, après, on pourra en reparler. Et donc voilà, donc on va écouter la musique, donc les OJs qui font la musique de générique, et puis après vous me direz vous aussi si vous auriez voulu que le film dure 1 heure de plus ou 1 heure de moins. La réponse après The OJs avec Street Corner Felines. Street Corner Felines, The OGs, un morceau mielleux, un morceau chaleureux pour un film qui ne l'est pas tant. Je vais laisser tout de suite la parole à Élise pour nous donner son avis sur Dragged Across Concrete. Alors pour commencer, et avant de répondre à ta question, moi ça m'a fait très plaisir de revoir Mel Gibson pour le coup, parce que j'aime bien sa petite moustache et ses yeux bleus. Même avec la bedaine ? Ouais, non mais oui. Il vieillit pas trop mal en fait pour un alcoolique dépressif, ça va. Alors, pour répondre à ta question du coup, Denis, non, j'aurais peut-être pas rajouté 1 heure de plus parce qu'on les sent déjà bien, le temps du film. 2h20, 2h30. Ouais, 2h40, ça. quasiment.
Alors par contre, ce qui m'a assez étonnée, même si je sentais la longueur du film, j'étais assez hypnotisée par le sort des personnages en fait. Donc du coup, j'étais quand même prise dans le truc. Et effectivement, les petites ruptures qu'il y a au milieu, et d'un coup tu te dis mais pourquoi il s'est attardé sur ce personnage-là alors que disparaît au bout de 5 minutes ou 10 minutes tu te dis mais merde, pourquoi il a fait ça, et au final ça marche parce que moi je m'étais attachée à ces personnes-là. Et tu vois d'où ils viennent, ou pourquoi ils sont là, et puis d'un coup ils meurent, et puis là du coup tu fais mais non, pourquoi. Et du coup je trouve ça assez cruel. Bon c'est pas gratuit du coup, mais c'est quand même assez cruel. Mais arrivé à la fin, j'ai trouvé que c'était globalement un bon film, et même si c'était lent, je trouve que c'était pas gratuit en fait, tout servait un propos, tout servait une ambiance, et j'ai quand même passé un bon moment. Je dirais pas que je le reverrai, mais c'était plutôt pas mal, une bonne surprise pour moi. Moi, je vais me permettre de pondérer ça, et puis Aymeric, tu viendras nous un petit peu trancher. Déjà, je déteste ce genre de film de base, mais les Dirty Harry, tu vois. Non, mais par rapport au truc, les bad cops, le côté un peu masculiniste, les clichés un peu racistes, moi je les ai vus dans le film. Tu peux pas non plus dire qu'ils ne sont pas là. Non. Si la presse, tu parles un peu des commentaires de presse qui ont été faits sur le film. Pour moi, ce film, il tombe un peu dans ce truc-là, et je déteste ce genre de personnages-là au cinéma. Ils me sont antipathiques de base. Effectivement, le film a plein de qualités. Tu parlais de mise en scène, il y a des vrais partis pris qui sont forts. Et la lumière est magnifique sur beaucoup de séquences. Par contre, soit il choisit de déstructurer un petit peu la narration, mais scénaristiquement, je trouve que le film ne tient pas debout. Enfin, ne tient pas debout, pas en termes de crédibilité, mais ne se structure pas. Justement, le fait de raccrocher des personnages au wagon de l'histoire, ça ne marche pas pour moi du point de vue de l'investissement émotionnel, quoi. Il y a une scène dans ce film, je ne vais pas spoiler, qui est d'une brutalité rare, qui est choquante, parce que c'est pas dans les codes classiques, on va dire, du cinéma hollywoodien. Sauf que le personnage qui est touché dans cette scène, on l'a découvert 10 minutes avant. Et je veux dire, à un moment, on aurait pu faire un truc à la Iñárritu, tu vois, où des destins se rejoignent dans un instant fort, et où là, t'en perds, il y en a qui sauvent, il y en a qui meurent. Enfin, voilà. Non, là, on suit vraiment deux personnages depuis le début. On est à 50 minutes dans le film, on nous présente un nouveau personnage qui a quand même beaucoup de lourdeur. Enfin, le truc de je veux pas aller travailler, enfin tu vois, psychologiquement il faut insister pour nous faire comprendre que cette personne va pas bien et tout, et 10 minutes après tu la paumes. Enfin, pour moi c'est en fait ça colle pas. On peut pas s'investir dans ce personnage, et du coup ça fait un peu l'effet des blondes fadasses de films d'horreur qui sont là pour faire un peu de la chair à saucisse pour un tueur. Là c'est pareil, elle est apparue dans le film pour disparaître. Et ça me dérange énormément en termes de construction narrative. Je sais pas si vous me suivez, parce que j'essaye de pas être trop explicite pour pas gâcher le film non plus. Donc je sais pas trop quoi penser de ce film en fait. Je suis un peu perdu. La lenteur me dérange pas en soi, mais comme c'est des personnages qui me sont antipathiques, je les trouvais chiants par moments. En même temps, je trouve la scène finale, qui est une espèce de siège en fait. C'est une scène de siège entre deux véhicules. Je la trouve brillante. Mais je pense que le film dans son ensemble manque de finesse et d'intelligence pour en faire vraiment un truc, une belle pièce à regarder, quoi. Moi je le trouve plutôt brillant, et le fait que, en effet, si t'accroches pas au personnage, et le problème c'est pas d'accrocher ou de pas accrocher au personnage, c'est que tu montres des personnages bruts et avec leurs contradictions. Parce que pour moi, on est sur des personnages pleins de contradictions. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que c'est pas manichéen du tout. C'est-à-dire que t'as pas... pour moi, c'est... si, pour le coup, moi je trouve ça un peu totalement manichéen. Pour le coup, je trouve ça assez manichéen, dans le sens où on est face à des personnages qui sont complètement en roue libre, ils sont nihilistes et désenchantés au possible. Et il n'y a pas de nuance, en fait. Ils sont en fin de carrière. Ils sont complètement... ils ont des méthodes brutales et effectivement racistes. Mais expliqué d'une manière ils te le justifient en disant que c'est la vie qui les a usés,
Et c'est leur travail qui les a fait se comporter comme ça. Donc effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que ce soit un peu manichéen. Moi, malgré tout, j'ai trouvé que c'était un film très intéressant. Justement, là où vous n'êtes pas d'accord sur cette fameuse scène qui, au final, tout le monde l'évoque. Et c'est vrai qu'elle n'est pas anecdotique. Elle est choquante. En plein film noir, il t'amène un petit chaton tout mignon comme ça pour l'éclater 10 secondes après. Le film est hyper intéressant et je trouve qu'il y a un vrai parallèle entre les personnages et la carrière des acteurs qui les interprètent. C'est pas anodin, je trouve quand même que on soit face à des vieux acteurs ou des acteurs recyclés par rapport à leur rôle alors qu'ils sont un peu en roue libre dans leur carrière personnelle. Et moi, il y a quand même deux choses qui m'ont dérangé, mais qui vont vous paraître assez anecdotiques. C'est que, premièrement, Mel Gibson avec sa petite moustache, c'est le sosie de mon oncle, et ça m'a vraiment gêné pendant tout le film. C'est pas du tout anecdotique, j'y ai pensé aussi. Et non pas la fin, mais la toute fin, c'est-à-dire non pas la guerre rangée dont tu parlais, mais vraiment la clôture du film, je l'ai trouvé hallucinante par rapport au film qu'on venait de voir, quoi. Ouais, c'est rien à voir, quoi. Ils auraient mieux fait de rien faire que de finir comme ça. Ouais, ils ne savaient pas trop comment atterrir. Puis, ouais, on va pas en parler, mais parce que là, c'est vraiment la fin de la fin, mais ça n'a aucun intérêt, je trouve. Donc, ton avis Moi, mon avis, c'est que j'ai vu un bon film, mais que je peux comprendre pourquoi il n'a pas été distribué. Ouais, moi aussi, c'est un peu l'effet que ça m'a fait. Je me suis dit, c'est un film DTV, quoi. Enfin, tu vas pas voir ça au cinéma, quoi. Ouais, on peut pas. Si, non, parce qu'il y a quand même plein d'autres films au cinéma. qui ont eu de l'exploitation et qui n'avaient pas ce niveau de cinéma. Bien sûr. Mais il manque d'ambition. Je sais pas, il y a une lourdeur dans ce film qui est pas agréable, quoi. Après, il est pas fait pour te mettre dans ton canapé et que tu sois à l'aise. Hein. Ça, c'est une certitude. Bien sûr. Je sais pas, dans ces scènes, dans la récurrence aussi de ces scènes de bagnole où ils vont s'acheter des sandwichs, où tu les regardes manger. Ouais, tu les regardes bouffer souvent, et en fait, c'est un peu dommage parce que il fait quand même si tu dis que c'est fait avec intelligence, Denis, il fait quand même en sorte que ces personnages soient des putains de clichés de flics. Enfin, tu vois, scène d'ouverture, il maltraite un peu une pauvre nana pour la foutre à poil, c'est un peu vicelard, la scène est gênante pour récupérer un sac de fric. Enfin, tu vois, il y a toujours un truc un peu décevant de leur part, de la part de la caractérisation des personnages, je trouve. Ça va trop loin, c'est trop gratuit. Alors moi, ce qui m'a pas gêné, pourquoi je l'ai pas vécu comme ça, c'est que tu sens que c'est les mecs, c'est la vie qui les a rendus comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, la vie les a rendus des clichés de films de flics, en fait. Un moment, quand Don Johnson il parle qui était l'ancien collègue de Mel Gibson, il dit mais avant t'étais pas aussi dur, quoi. Oui. Et le mec, tu vois sa vie, tu vois ce qui est passé, tu vois où il vit, les problèmes avec les problèmes de santé de sa femme, tout ça. Tu sens la lourdeur. Qui l'a rendu comme ça. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié, c'est de voir cette espèce de middle class à la ramasse et comment elle devient à la ramasse. C'est vrai que la différence avec un film avec des flics badass, c'est que là, pour le coup, c'est pas un sadique ou quoi, c'est juste un mec usé. Oui. Il est blasé de sa vie et il est blasé de son boulot, quoi. Et c'est ça que j'ai. Et tu vois la différence avec l'autre, qui est pas encore totalement usé, qui s'espère, qui peut-être il va se marier, il y a tout ça, et t'as ça. Et je trouve que l'alchimie prend bien. Et moi, ce film-là, de le resituer dans le contexte des États-Unis aujourd'hui, et ce que j'ai aimé, c'est qu'il met au même niveau les truands black, ce flic blanc, quoi. À un moment, il faut s'en sortir. De comment je fais pour m'en sortir, je n'y arrive pas. Et j'ai trouvé ça super intelligent. Et pour moi, tout le monde était traité de la même façon dans le film. Une chose qui m'a touché, moi, dans ce rapport familial-là, c'est le truc par rapport à leur quartier, justement. Comment, parce qu'ils habitent dans un quartier qui est relativement populaire, mais qui était quand même bien vivable quelques années auparavant. Là, l'histoire de harcèlement de la gamine est relativement cliché, lui, mais la réaction des parents est assez intéressante, de dire on n'avait pas envie de quitter ce quartier, mais on doit protéger notre fille, et en même temps on n'a pas les moyens, mais c'est une vraie problématique que je pense beaucoup de gens vivent. Ça, pour le coup, on est dans un truc très social aux États-Unis de dire à un moment, soit
on laisse le mal se faire et on se barre et on se protège, ou alors on reste et on reste actif et on s'implique dans la communauté. Enfin, c'est un vrai... pour le coup, quand les discussions qui tournaient autour de ça me semblaient assez justes, assez vraies. Et pour moi, vraiment, en tout cas, comme j'ai perçu le film, en effet, la fin est extrêmement cliché. Dans la manière de... voilà, mais je trouve que pour moi, c'est le moment cliché. Et de le finir comme ça, j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'il balance un putain de cliché de qu'est-ce que c'est la réussite au bout d'un moment. Mais enfin voilà. Enfin voilà. Donc, et toute l'évolution des personnages, leur background et tout, j'ai trouvé qu'il était vraiment... Enfin, en tout cas, pour moi, très pertinent. Je suis désolé, auditeurs, on n'aura pas de réponse toute faite à vous offrir. Vous allez devoir le regarder pour vous faire votre avis. On va passer à une page de musique et c'est avec Elise Fischer que ça se passe. Et oui, alors par contre, ça va pas être très très léger non plus. Hein, oh ben, on va parler de... Après l'Adin, donc tu peux y aller. On va parler de Martyr et de... Voilà. Hein. Donc Emma en 3 lettres. E-M-A, et oui. En fait, E-M-A, c'est tout bêtement ses prénoms et son nom de famille. Donc Erika Michelle Anderson. Le vrai nom de la chanteuse américaine qui a débuté sa carrière dans un duo de noise folk psychédélique perché, d'après ce que j'ai trouvé. J'ai un peu écouté, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais le groupe s'appelait en lui-même Gowns. Elle chantait dans ce duo en fait avec son ex et donc son chéri à l'époque en tout cas. Et quand pourquoi le groupe a splitté. Voilà, exactement. Donc le problème qu'il y a dans ce genre de formation, c'est que voilà, des petits problèmes de couple et c'est fini. Donc du coup, elle s'est retrouvée toute seule. Et elle voulait toujours faire de la musique et en même temps elle avait un gros cœur brisé, donc du coup j'ai dit bon bah voilà, je vais sortir mon premier album solo et ça va être horrible. Mais heureusement c'est sorti avec pas mal de succès pour le coup. Past Life Martyred Saint, donc qui est sorti en 2011 et qui s'est offert une assez bonne critique à l'époque. Je me rappelle dans la presse et même la blogosphère à l'époque. Qui pour moi est un succès assez mérité puisque cet album-là est assez ambitieux. Il est en tout cas aussi ambitieux que nauséabond, aussi planant qu'anxiogène et aussi brut que doux, voire grunge et en même temps folk. Donc il faut y arriver quand même. Démerdez-vous avec ça. C'est ça, c'est un peu l'espèce de soupe, de recette qu'Emma a tout vomi d'un coup. Puis voilà, elle a fait un espèce d'album un peu bizarre. Il y a qu'à voir entre l'ouverture avec The Grey Ship et ces 7 minutes assez magnifiques à naviguer en eau musicale trouble et le rappeux California qu'on va écouter juste après qui n'a absolument rien à voir. Il y a vraiment qu'une seule milliseconde qui les sépare et pourtant tout ça c'est un peu la recette qui est utilisée sur cet album-là. Donc c'est des morceaux qui sont juxtaposés les uns après les autres, qui ressemblent pas au précédent ni au suivant. Et ça mélange les genres, les ambiances, avec une facilité assez déconcertante. Sachant qu'elle devait être assez jeune à l'époque, j'ai pas vérifié sa date de naissance, mais elle est pas toute vieille, hein, la demoiselle. Ça donne un peu une impression comme si chaque morceau s'autodétruisait, un peu automatiquement après écoute. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, je l'écoute souvent cet album-là, et à chaque fois, ça me fait cet effet-là. Enfin, faut aussi avoir la demi-heure devant soi pour l'écouter, enfin les 3 quarts d'heure pour l'écouter tranquillement, vraiment poser et concentrer dessus, parce qu'on peut pas vraiment faire autre chose en même temps, je trouve. Aucun titre ne se ressemble, et Emma reste sur le fil du rasoir à sautiller comme ça au milieu entre chaque morceau, et ça reste assez, enfin pour moi, ça reste assez digeste. Les arrangements sont pensés intelligemment et ces 9 morceaux apportent chacun leur pierre à l'édifice de cette espèce de passé qu'elle tient en elle, de cet amour ou de ce désespoir en tout cas qu'elle a. Un album complètement inclassable même, je dirais. Enfin bon, c'est indé, c'est un peu grungy sur les bords quand même. C'est un album qui demande en tout cas un certain effort, hein. Faut pas se leurrer non plus, faut rentrer dedans, mais une fois apprivoisé, moi je trouve qu'il apporte un peu son petit lot de perles musicales. Voilà, c'était un peu mon petit coup de cœur de l'année 2011 pour le coup. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ouais, voilà. On finit une décennie. Donc voilà, pour illustrer tout ça, je m'étais dit que j'allais présenter California, qui était le single de l'époque, je crois, il me semble. Et c'est un choix plutôt logique parce que c'est peut-être le morceau le plus radiophonique, on va dire, de l'album, qui est le plus, qui est le plus accessible, on va dire. Même s'il est un petit peu violent et dissonant par moments, mais toujours avec bonne humeur, évidemment. Donc California, tout à fait. California, c'est Emma.
Voilà, c'était Emma avec California. Je vais donner la parole à Emeric tout de suite. Yep. Qu'est-ce que t'en dis ? Déjà, bravo d'avoir réussi à faire ta chronique sans citer PJ Harvey. C'était le défi. C'était un bel effort. Moi, ça me fait énormément plaisir de réécouter cet album que j'avais pas écouté depuis peut-être 2012, parce que 2011, je l'ai poncé, quoi. Donc, j'avais vraiment adoré ce disque à sa sortie. Et puis je l'avais un peu mis de côté, donc c'est fébrilement que je l'ai sorti de ma discothèque en voyant, en me demandant comment il avait vieilli. Et je trouve qu'il s'en est plutôt pas mal sorti avec les années. Moi, je trouve que sur ces 9 titres, tu disais que c'était un peu dur de les dissocier. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une première partie qui est très rock, et pour le coup la seconde qui est beaucoup plus folk. Et tu vois, tu as choisi California pour illustrer l'album, et je trouve que c'est un bon exemple, parce que ce que j'aime surtout dans ce disque, c'est la production, ou la post-production qu'il y a sur le disque, parce que c'est derrière des titres efficaces, t'as des breaks dans tous les sens, ça fourmille, et c'est ça qui me l'a rendu très très attachant, quoi. On est pleinement dans la musique des années 90, hein, quand même, ça va. Ouais, on citait, côté grunge, on citait le grunge, mais enfin, il y a du Breeders, il y a du Sonic Youth, il y a du PJ Harvey, il y a du Cat Power, je trouve vraiment que c'est une vraie influence des années 90. Voilà, moi je suis vraiment séduit par le disque, et je suis très content de l'avoir écouté grâce à toi, quoi. Plaisir. Denis hausse les sourcils. Non, moi j'étais étonné, c'est toujours quand tu as proposé le disque, donc toujours quand quelqu'un de la bande propose un disque, on sait à peu près quels sont ses choix. Et du coup je me dis, mais c'est quoi ce bordel ? C'est-à-dire, ça partait de partout, il y a du bruit, il y a des sons, je ne suis pas habitué à devoir proposer des choses comme ça. Et du coup j'ai eu du mal à rentrer dans le disque. Peut-être parce que c'est toi qui l'as amené, c'est étonnant de dire ça comme ça. Et finalement, après plusieurs écoutes, je trouve ça vraiment bien. Je trouve en effet qu'on est sur les influences, comme tu dis, des années 90, mais on retrouve aussi, à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait Salem, qui balançait des grosses nappes de synthé, qu'on peut retrouver un peu là-dedans aussi, dans ces ambiances un peu qui arrivent. Voilà, ouais, ça fait un peu. Et puis, c'était un peu plus tard, Salem. Et je sais pas. Je pense que les premiers sont sortis à cette époque-là. Après, ils ont eu leur gros l'album là qui avait bien marché, 2015. Qui était un peu plus tard, mais là, je pense qu'à l'époque déjà, ils sévissaient. Et ce que j'apprécie, c'est au niveau de la voix. Donc en effet, PJ Harvey, bon, il y a un petit quelque chose quand même. Mais la manière dont elle pose sa voix, t'as toujours l'impression qu'elle est un peu décalée par rapport à ce qui se passe. C'est étonnant. Et c'est assez troublant à certains moments. Voilà. Donc une belle découverte. Et que j'apprécie de plus en plus. C'est vraiment ça, parce que c'est ce que tu dis, il faut prendre du temps pour rentrer dedans, voilà. Et par contre, j'ai hâte de le réécouter là encore 2-3 fois pour bien m'en imprégner. Et Elise, t'as écouté les autres albums? Parce que du coup, j'ai jamais fait l'effort, moi, personnellement. Ouais, alors j'ai pas écouté. Alors, je sais qu'elle a fait une BO aussi pour un film, donc ça j'ai pas du tout écouté, je suis passée à travers. J'ai écouté les 2 suivants, qui étaient bien aussi. Mais j'ai toujours eu un coup de cœur pour celui-là, donc du coup c'est vrai que je les ai moins écoutés que celui-là pour le coup, mais elle reste assez engagée aussi sur tout ce qui est harcèlement, enfin voilà, elle est pas mal aussi comme Nana en dehors de la scène, elle est intéressante à suivre pour le coup. Très bien. Moi je vais aller dans le sens de mes camarades. Effectivement tu l'as dit, c'est un album qui est très éclaté, très éclectique en termes de genre, et l'unité de cet album c'est la voix de Emma, qui, on dirait, peut se poser un petit peu sur pas mal d'ambiances différentes, beaucoup d'ambiances différentes. Et c'est ce qui rend aussi le tout très, très fluide, très, très agréable à l'écoute. Je craignais un peu, je connaissais pas du tout avant, et quand tu nous l'as suggéré, pardon, quand tu nous l'as suggéré, les albums de 2011, tu vois, c'est difficile de les découvrir maintenant, souvent, c'est ni trop vieux, ni trop récent. Il y a toujours j'appréhende un petit peu de découvrir des groupes à côté desquels je suis passé à l'époque. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intemporel. On parlait de 90, on parlait de références là, plus récentes des années 2010. Il y a quelque chose d'assez... Enfin, il pourrait sortir cette année et ça ne me choquerait pas, cet album. Ouais. Comme tu dis, il n'est pas marqué temporellement, et c'est pour le mieux. Et donc ça fait qu'on peut le découvrir en 2019, voire
en 2020, puisque si vous Ça avez approche. semaine prochaine. Voilà, sans aucun problème, donc allez-y, foncez. C'est bon pour tout le monde? C'est nickel. Youpi nickel. Allez-y. Hein. C'est dur de faire des transitions quand il n'y a pas la musique. Ok, et ben écoutez, si tout le monde est d'accord, je vais enchaîner. Bougez pas. Je vais enchaîner avec un troisième sujet pour ce soir. Et je vais vous parler de 90s ou mid-90s de Jonah Hill. C'est le premier film de Jonah Hill qui est sorti cette année en France, l'an dernier aux États-Unis. Et Jonah Hill, il était connu jusqu'ici comme acteur potage dans des merdes comme Encloque, Mode d'emploi ou Super Grave ou encore Sans Sarah, rien ne va. J'ai dit merde? Ouais, non, J'ai mais là, dit je suis merde pas d'accord. Ok. Je gomme ça tout de suite. Non, excusez-moi, c'est pas mon cinéma. Autant vous dire que je connais pas très bien Jonah Hill en fait. J'ai vu aucun de ses films et que malgré le talent de réal que je lui trouve, je ne les materai pas. Il joue dans Loup de Wall Street aussi. Oui, je Voilà. sais. Non, mais ça, c'est sa deuxième partie de carrière. Il se rachète une crédibilité, mais au début, quand même. Voilà. Donc, dans Mid-90s, on retrouve Sunny Suljic, le petit gamin qui joue Stevie, et qui est Sunburn, et qu'on avait déjà vu dans La mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos. C'est le gamin qui rampe par terre. Tu l'as vu, toi? Non? Personne n'a vu La mort du non, cerf sacré? La non. mise à mort du cerf sacré? Merde, désolé. Bon, bref. Par contre, on a vu Encloque, Mode d'emploi. Hein. Chacun Chacun. son cinéma. Hein. Donc voilà, découvert chez Yorgos Lanthimos, le petit gamin. Il y a Lucas Hedge qui joue son grand frère, découvert dans Manchester by the Sea. Et puis, avec eux, Nicole Smith. J'ai zappé son nom, merde. Attendez. Oh là là, la chronique bien préparée. Il y a eu des modifications de collage, bougez pas. Olan Prénat et toute une bande d'acteurs amateurs, plus skateurs qu'acteurs d'ailleurs. Et pour finir sur le casting, on notera à la bande-son la présence toujours réjouissante de Trent Reznor et Atticus Ross, les échappés de Nine Inch Nails, et de leur nappe planante. Ils sont pas les seuls artistes présents aux crédits musicaux du film, puisque c'est le genre de film qui compile un petit peu des titres. Là, on trouve Nirvana, Pixies, Wu-Tang Clan, Tribe Called Quest, et même des artistes qui appartiennent pas du tout à la décennie 90, qui est pourtant un sujet central du film. Donc on a aussi Herbie Hancock, on a la soul woman Wendy Rennie, et le groupe hongrois Omega, une figure du rock prog de l'Europe de l'Est des années 70. Donc c'est assez... Et Morrissey. Et Morrissey, pardon, ouais, j'ai oublié de le noter. donc voilà, belle BO, hein, quand même. Et pour l'heure, on va revenir sur les affres juvéniles de mid-90s. Le plot du film, il est très simple. C'est ce que les Américains appellent une coming-of-age story, c'est-à-dire une histoire de rite de passage, en gros. On découvre le jeune Stevie et sa famille qui est un brin dysfonctionnel, mais pas tant finalement, hein, qui est somme toute assez normal. Il a une mère qui tente de gérer ses gamins du mieux qu'elle peut, malgré son jeune âge et l'absence du père. Et il a un grand frère un petit peu bad boy qui le terrorise mais qui le fascine en alternance. Et ça, c'est le cadre de départ du film. Et on va suivre donc ce gamin qui en a marre d'être un enfant. Et comme on est à Los Angeles, comme on est dans les années 90, il voit passer les groupes d'ados skateurs de sa banlieue avec envie. Il rentre un jour dans une boutique de skate et il découvre ces nouveaux anti-héros, des gamins plus âgés que lui qui boivent des bières, qui balancent des insultes à tout va et qui fument des gros buzz et qui skatent comme des dieux évidemment. Alors voilà, naïvement il va commencer à les suivre de partout, à les écouter raconter des conneries toute la journée et à questionner un petit peu leur mode de vie, leur coolitude. Et au début de cette initiation, il va être une sorte de parasite dans cette bande et à force de s'acharner sur sa planche, il va se faire accepter et rentrer de plein fouet dans leur univers. Jusque-là, rien de très original. On pense forcément à Larry Clark et à son film What's Up Rockers. On pense aussi à Lord of the Dogtown. Parce que voilà, l'univers du skate oblige. Mais le skate, dans ce film-là, c'est qu'une toile de fond. Le vrai sujet, c'est le conflit interne qui se joue en nous lors du passage de l'adolescence. Et dans sa galerie de personnages, Jonah Hill a l'intelligence de nous montrer que les choix que l'on fait à ce jeune âge vont être déterminants dans tout le reste de notre vie. Déjà, dans la bande de skateurs, on voit ceux qui vont s'en sortir et ceux qui sont un peu en perdition.
Et c'est là la force du film pour moi, c'est de ne pas déresponsabiliser les personnages sous prétexte que ce serait que des gamins. Là, on a Sonny Suljic, donc il a 10 ans. Il est un peu trop jeune, peut-être il fait les choses un peu trop tôt, et c'est toute la problématique du film. Et l'acteur qui échappe à l'autorité parentale, je pense qu'il tient énormément le film. Il incarne l'équilibre fragile entre le désir d'émancipation et la loyauté à son éducation et à sa famille. Et voilà, c'est pour ça que moi j'avais envie de vous présenter ce film. C'est un film réussi sur l'adolescence à mon sens. C'est un thème assez subtil. Et ils sont pas nombreux les réalisateurs à l'avoir traité avec justesse, parce que le principe même de l'adolescence, c'est que on en est tous sortis sans vraiment comprendre ce qui nous était passé par la tête, et que ceux qui la traversent en ce moment ont du mal à l'exprimer par eux-mêmes. Donc voilà, un sujet qui est difficile à mettre en image. Et alors quand c'est raconté avec simplicité, avec élégance, dans un format 4/3, avec un joli grain 16 mm et tout, et on prend et on laisse passer le paysage sur la bande-son de notre jeunesse. Voilà, donc on va s'écouter tout de suite un petit morceau du Wu-Tang Clan, parce que ça fait plaisir. On écoute Tears, et après je veux entendre vos avis, les gars. Le Wu-Tang Clan qui sample Wendy Rini, donc vous en avez 2 pour le prix d'un là sur la BO de Mid-90s. Allez, qui veut attaquer pour me donner son avis? Denis? Je veux bien. J'ai adoré ce film, vraiment. Et t'as dit le mot simplicité, c'est-à-dire c'était aussi, étonnant quand il était sorti. J'avais eu des trucs plutôt sympas sur le film, mais je croyais pas un copec en Jonah Hill sur sa capacité à faire quelque chose de bon. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Et j'ai trouvé ça mais juste parfait, quoi. Juste, ça sonne juste, c'est bien foutu, comme tu dis. On sent les gamins qui vont s'en sortir, ceux qui vont pas vraiment s'en sortir. Et c'est fait simplement, les acteurs sont justes, tout est juste. Donc excellent. Et des fois juste des petits trucs quand ils sont sur leur skatepark, ils commencent à parler avec les clodos et tout, qui sont là, les mecs ils leur racontent leur vie, ils s'écoutent. Enfin, c'est des petits trucs tout simples et tout, mais j'ai trouvé que ça sonnait, mais c'était juste voilà. Les dialogues sont assez fins, souvent. Ouais. J'ai beaucoup aimé le gamin métis, voilà, qui est le plus posé d'entre tous. Celui qu'ils appellent Fuck Shit. Ouais. Non, pas Fuck Shit. Non, l'autre, Ray. Ouais. Qui est pas métis, qui est afro. Qui est afro. Et j'ai trouvé qu'il était mais super bien, ce gars et tout, ce qu'il représente. Et puis le mec qui peut s'en sortir, c'est bien, mais on n'a pas trop envie qu'il s'en sorte non plus quand il commence à parler avec les skateurs pro. Enfin voilà, il y a tout ça, et moi j'ai trouvé ça parfait. Donc excellent film et vraiment une super belle surprise. Aymeric? Je crois que en fait, Jonah Hill, qui traite un film de la sortir de l'enfance vers l'adolescence, il a fait la même mutation déjà physiquement, en sortant de ses films potaches où c'était le petit gros. On l'avait déjà constaté avec Le Loup de Wall Street, et puis là avec sa première réalisation, c'est clairement, il est sorti de son adolescence pour devenir un adulte du cinéma hollywoodien, quoi. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit l'enfance qu'il ait eue, mais en tout cas c'est l'enfance qu'il a vue étant, à mon avis, dans les années 90 à Los Angeles. C'est un peu compliqué. Je pense on le retrouve un petit peu dans plusieurs personnages, mais il y a dans le film un personnage qui tient tout le temps une caméra, qui s'appelle Fourth Grade, qui est l'idiot de service. Mais je pense que c'est un peu la représentation caricaturale de Jonah Hill, et comment il a été, le positionnement qu'il avait dans son groupe d'amis, en tout cas à l'adolescence. Tu citais comme référence Larry Clark, et notamment What's Up Rockers. Alors moi, clairement, j'ai vu un film de Larry Clark, ou en tout cas complètement inspiré par Larry Clark, mais j'ai vu Kids, qui est le film qui m'a construit cinématographiquement parlant. C'est vraiment le film la première fois que je me suis dit, mais putain, c'est ça le cinéma, quoi. Où je me suis pris une trempe monumentale. C'est plus qu'un film culte pour moi, et clairement c'est même plus de l'influence, là c'est du pompé, quoi, sur vraiment énormément de scènes. Alors c'est fait avec justesse, et ce qui fait que j'ai pas trouvé que ce soit vraiment du vol ou de l'accaparation, mais plutôt de la belle référence. Mais par contre, c'est clairement inspiré de Kids de Larry Clark, mais du début à la fin, même les scènes, justement, tu prenais l'exemple de la scène où ils vont parler avec les clochards, il y a exactement la même scène dans Kids.
Après, Jonah Hill et Harmony Korine, qui étaient scénaristes de Kids, sont assez tout à fait. proches. D'ailleurs, Harmony Korine joue dans le film. Ouais. Voilà, et puis en plus, voilà, le film s'y prête bien. Il y a une bande son qui est juste absolument incroyable pour te faire passer tout ça. Un super film, vraiment un super film. Bah, écoute, ça me fait plaisir. Élise, un petit mot? Alors, oui, bah ouais. Alors, je vais pas dire grand chose de plus que mes camarades, je pense. J'ai beaucoup aimé le film aussi. Et comme disait Denis, c'est assez juste. Enfin, c'est un film vraiment tout en justesse. Le casting est parfait. On y croit. C'est pas non plus misérabiliste. Il n'y a pas de moment. Ouais, c'est réaliste, mais voilà, ça tient la route. Je trouve que voilà, le petit gamin, évidemment, il est trop chou. Il est trop craquant. Voilà. Mais Ray, effectivement, pour moi, c'est le personnage clé, je pense, pour lui aussi. Et il tient vraiment bien la route. Et c'est un bon film. Après, moi, sur la fin, ça m'a un peu laissé sur ma fin, parce que ça finit un peu... Alors, c'est logique, la fin est logique. Mais du coup, moi, pour le coup, j'aurais bien aimé prendre 1 heure de plus. Mais, voilà. Mais c'est aussi l'idée que ça ne dure qu'un temps, quoi. Il y a cette notion un peu d'éphémère où ça dure le temps d'un été et puis la vie va les séparer un peu de temps après, quoi. Ouais. Donc c'est un peu normal qu'un film comme ça te laisse sur ta faim. Ouais, mais je me suis dit, bon, c'est logique, ne panique pas, tout va bien. Mais c'est vrai que sur le coup, moi aussi, je l'ai trouvé trop con. Voilà. Donc voilà. Il y aura peut-être un Mid-90s 2. Mid-2000 du coup. On verra ça et en même temps, j'espère pas vraiment. Hein, celui-là se tient suffisamment. Eh ben merci les gars, on enchaîne avec un dernier sujet, un sujet musique et un sujet signé Emmerich. Tout à fait. Et je vais continuer dans ce qui a été fait pour l'instant. C'est un podcast à thème, clairement, les années 90. Les 90s. Donc mieux qu'un voyage sous-marin que je vous avais un peu vite vendu, je vais vous proposer d'aller dans l'œil du cyclone artistique qui était le New York au milieu des années 90. Mid-90s. Mid-90s, oh yeah. À cette époque, Pete Rock, producteur hip-hop, est au sommet de son art. Il vient d'exploser avec CL Smooth en sortant en 92 Mecca and the Soul Brothers et en 94 The Main Ingredient. 2 succès retentissants et à la clé 2 chefs-d'œuvre en or massif. Il vient en plus d'animer pendant 1 an une émission de radio avec Marley Marl, qui est le pape du moment, et a participé à la production de Illmatic de Nas, qui reste encore un des plus grands disques de rap. Et en plus de ça, il monte son propre label, le Soul Brothers Records, soit le doux surnom du bonhomme. Ce label est une sous-division du label Elektra. Ça aura son importance un petit peu plus tard. Suspense. Donc la rampe de lancement est en place pour qu'il détrône DJ Premier, lui aussi à la pointe à cette époque. Son premier travail sera de composer 2 albums simultanément, Center of Intention de Ini et The Original Baby Pa de Deda, dont on ne trouve absolument plus aucune info sur le web. Le mec a complètement disparu des radars, quoi. Je vous propose pour le coup de nous concentrer sur Center of Attention. Voilà. Donc, un des membres du groupe est le petit frère de Pete, forcément ça aide. Il décide donc de produire ce groupe et ils s'enferment tous dans un studio coupé du monde où les invités sont triés sur le volet. On y croise uniquement Lerch Professor et Q-Tip, qu'on retrouve décidément dans tous les bons plans. Et de ces sessions, Pete Rock leur pond un écrin de rêve où ils n'ont plus qu'à dérouler le flow nonchalant et à la cool. À cette époque, Elektra est dirigé par Bob Krasnow et donne carte blanche à Pete Rock. Les problèmes commencent quand le boss est remplacé par Sylvia Rhone, qui décide non seulement de stopper purement et simplement les enregistrements, ne trouvant pas l'album vendeur, mais en plus interdit à Pete Rock de les exploiter. On peut parler d'un manque de flair hallucinant. Seul un single aura réussi à sortir, le terrible Faking Jack. Ce premier jet ayant mis l'eau à la bouche à pas mal de gens, l'album arrive à fuiter, ce qui fera de ce disque l'un des plus piratés. Mais ce n'est pas une version définitive, il manque beaucoup d'interludes, certaines pistes ne sont pas finies de mixer et c'est donc un bootleg qui passe de cassette en cassette. Malgré tout, l'histoire est en marche et le bouche à oreille fait le reste. Pete Rock, lui, rentre dans un combat judiciaire pour récupérer les bandes qui n'aboutira qu'en 2003. L'album sort donc enfin sur le label BBU sous la forme d'un double album, soit les 2 albums enregistrés à l'époque, et est appelé ironiquement Lost and Found. Ça c'était la forme. Sur le fond, on est en droit de se demander quel impact aura eu la sortie de ce missile quand il était pleinement dans l'air du temps, et de constater le gâchis d'avoir brisé les ailes de Pete Rock dans son élan, alors qu'il venait de produire peut-être ses 2 meilleurs albums. Heureusement, il a su rebondir et de la plus belle manière en sortant son premier album solo en 98, Soul Survivor, un titre qui en dit long, après avoir galéré pendant 2 ans devant se contenter de productions éparses et de remixes.
Pour revenir au disque, Pete Rock délivre ce qu'il sait faire de mieux. Il échantillonne des albums de jazz et de soul, tandis que le groupe est fortement influencé par la Native Tongue, A Tribe Called Quest en tête de file. Petit clin d'œil chauvin, dans les 2 titres, What You Say et Growman Sport, on retrouve des passages rappés en français. Voilà. Cocorico. Voilà, Cocorico. Donc vous avez apporté d'oreille l'essence de ce qu'était le rap new-yorkais en 96. On s'en écoute un bout, non? Oh yeah. Ça fait un peu envie. Alors c'était pas forcément facile de choisir un titre en particulier. Tous les fruits sont juteux. J'ai opté pour Step Up, d'une efficacité à toute épreuve. Step Up, c'est Ini. Voilà, c'était Step Up de Ini, produit par Pete Rock. Alors, qui attaque sur un petit avis? Élise? Bah oui, Ouais, si vous voulez, ouais. Vas-y. Alors, pour raconter un peu ma vie, en général, quand je prépare l'émission, ce qui se passe, c'est que je prends le nom du groupe et je cherche ce qu'on peut écouter. Et quand je l'écoute, donc je lance la musique, je réfléchis pas, je regarde pas de quand ça date, qui chante dedans, qui fait quoi. Et là, en plein milieu de l'album, je me suis dit, mais quand même, ça sonne bien années 90 ce truc. Et donc je vais faire un petit peu ma petite recherche. Et c'est la première fois que je fais ça d'ailleurs, je tiens à le dire à mes collègues. Je te jure, j'ai pas triché. Non, mais c'est la première fois que je fais mes recherches sur les trucs qu'on écoute ou qu'on regarde. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué, outre la musique qui est vraiment cool, et moi j'aime bien le rap des années 90, donc ça me parle bien. Outre ça, c'est vraiment cette histoire-là en fait qui est assez ouf. Enfin, tu fais mais comment ils sont passés à côté de cet album-là, et puis on le laisse traîner comme ça vite fait dans une étagère, et puis et c'est juste un peu le gâchis que ça a été pour eux, quoi. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que outre effectivement le disque qui défonce, c'est qu'il a une histoire incroyable. Mais quoi. ouais. Et plus étrange que le paradis, l'émission Et qui déterre des bim. cadavres. Magnifique. Donc ouais, du coup, c'est un très bon album de rap, un peu old school hein, pour faire la vieille, mais vraiment très très bien, très plaisant à écouter. Et, voilà, j'adore. Muy bien, Denis. Ouais, bah, c'est notre cam, hein. C'est exactement. Donc moi, j'avais jamais trop suivi Pete Rock, parce que pour moi, en effet, il y avait ces problèmes judiciaires, tu savais pas ce qu'il en était et tout, et c'est vraiment la synthèse entre Gangstar et Tribe Called Quest. C'est impressionnant, c'est vraiment ça. En sachant que je crois que Q-Type, il avait aussi un problème pour sortir son premier album solo Amplified, hyper longtemps. Enfin, c'est assez courant dans le milieu, même si tu as un nom, d'avoir de gros problèmes pour pouvoir récupérer tes bandes. Enfin, c'est compliqué. Donc vraiment bien. Alors après, ce qui est étonnant avec un album comme ça, c'est que alors moi de mon côté, c'est ce que j'écoutais à l'époque, je peux pas le rattacher. Quand j'écoute du Gangstar, ça me rappelle quand j'étais à ce moment-là. Pareil pour Tribe Called Quest. Là, je suis sur un truc qui est hors sol, quelque part. Et c'est un peu particulier d'écouter ça comme ça. Mais en termes de prod, c'est vraiment bien. Et donc, pareil, moi, j'ai été regarder un peu l'histoire. Et c'est vrai qu'ils se tiraient la bourre avec DJ Premier pour savoir qui était le meilleur des prods et tout. DJ Premier a gagné, on peut dire ça comme ça, oui, parce que d'une certaine manière, parce que pour la faille, en tout cas. Voilà, il a pas pu, il a pas pu aller plus loin, voilà. Et voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est très très agréable de retrouver ça dans quelque chose que je connais un petit peu quand même, et de redécouvrir ça comme ça. C'est vraiment très agréable. Eh ben, je rajouterai pas grand-chose non plus que mes camarades n'ont pas déjà dit, si ce n'est que effectivement le côté hors sol et le côté projet long, et tu le sens, mais en fait c'est aussi la force de ce projet, parce qu'il est riche, il est dense, et il est riche aussi en termes d'influence et en termes de les samples utilisés et tout. Les instrumentales sont vraiment hyper cool, chacune à leur manière, et c'est rare un truc de cette époque-là qui a autant de matière sonore. Je sais pas si tu me rejoins. Ouais, mais The Main Ingredient, justement, avec CL Smooth, il est vraiment dans la même veine. Tu sens vraiment qu'il y a un an entre les deux productions. Ouais, mais il y a un travail de recherche de samples qui doit être assez... C'est ce qui fait la force d'un bon DJ. Hein, c'est bien sûr. Un grad digger. En plus, tu lui laisses un peu de temps pour le faire. Donc voilà, là, on est vraiment dans le meilleur, entre guillemets, de ce qui pouvait se faire à cette époque-là. Ouais, et puis en plus, c'était clairement la guerre, comme tu disais, la guerre avec DJ Premier. Et puis c'est un peu l'essence aussi du hip-hop au sens large. C'est pareil pour les MC, c'est pareil pour les graffeurs, les danseurs. C'est
c'est niquer l'autre pour être le meilleur, quoi. Donc il y avait vraiment ils se tiraient vraiment la bourre tous à cette époque-là, enfin les quelques papes de new-yorkais, puis surtout que New York était un peu en perte de vitesse d'un point de vue hip-hop, et c'est milieu des années 90 où ça a vraiment réexplosé, quoi. D'abord avec les Wu-Tang dans 93-94, et puis 95-96, ça a tout pété avec les Mobb Deep et compagnie. Enfin, ça a explosé de partout. Donc c'est vrai que pour Pete Rock, c'était un moment où toute la scène Fallait y aller. explosait, et lui, il s'est fait faucher en pleine course, quoi. Bon, il a peut-être pas gagné la bataille, effectivement, mais beau succès d'estime, quoi, sur ces albums-là et sur cette période. Eh ben, écoute, merci de nous l'avoir fait redécouvrir. Merci à tous les trois de nous avoir amené vos petites découvertes. Et puis, quant à nous, on se dit rendez-vous en 2020. Et ben ouais, exactement. Bonne année, joyeuse fête. On se retrouve dans le courant du mois de janvier avec plus de découvertes, plus de musique, plus de films. D'ici là, portez-vous bien, finissez bien les vacances et passez un bon réveillon. La bise. À bientôt. À bientôt. Retrouvez une nouvelle émission tous les 15 jours sur mixcloud.com/plus étrange que le paradis.